Donc je te laisse, Denis, la parole pour à la fois commenter ce film et embrayer sur ton propre propos. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints que tu diriges la revue des Cahiers de la Justice et que tu es président de l'Association française pour l'histoire de la justice et que tu viens de publier un livre, La foule innocente, qui est au cœur de nos travaux d'aujourd'hui. Je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup Benoît. Je vais effectivement me situer dans le prolongement de l'intervention de Robert Badinter, puisque l'idée est effectivement de reprendre cette communication et d'en tirer effectivement les fils. Et je réserverai le débat sur la foule innocente cet après-midi dans la table ronde. C'est d'autant plus important, si vous voulez, que on insiste beaucoup en général sur la réponse sécuritaire, tantôt pour en souligner l'importance, tantôt pour critiquer ses excès et pointer le recul de l'état de droit. Vous vous souvenez encore du débat sur l'état d'urgence renouvelé, qui a marginalisé l'institution judiciaire et qui a été finalement incorporé dans notre droit commun. Et puis nous avons beaucoup de débats aujourd'hui où nous célébrons le 110e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur le recul de l'état de droit dans le monde, avec notamment les politiques à la fois américaines et puis l'émergence des politiques xénophobes, nationalistes et identitaires en Europe. Donc cette polarisation sur la sécurité ne doit pas nous faire oublier que pour retrouver une vraie sécurité, ou le chemin de la paix en tout cas, il faut passer par la justice. Et il me semble, si vous voulez, que la réponse sécuritaire n'en est que le premier moment. Et qu'il y a une réponse courte, mais une réponse longue, qui doit effectivement être très largement construite. La réponse préventive, celle que par exemple le renseignement offre, intervient en amont. Vous avez une réponse répressive en aval, qui est l'emprisonnement, qui est souvent souligné. Mais le moment central, le moment du procès, dont Benoît a parlé tout à l'heure et dont Robert Badinter vient de nous évoquer l'importance, on a tendance un petit peu à ne pas le relever à sa juste place. Donc le but de mon intervention, c'est précisément de resituer cette place et de tracer le rôle de la justice dans le temps long, si vous voulez, plus intégrateur, plus profond, où se situe, à mon avis, l'acte de justice. Et c'est ce parcours que je voudrais esquisser dans ce propos. Alors, tout d'abord, nous avons, dans un premier temps, une finalité courte. Il faut mettre fin à la violence qui surgit dans la cité. Le djihadisme sème la peur. Je me souviens très bien lors de l'affaire Mera en 2012, c'était la première grande agression que nous avons subie. Nous n'avons pas de précédent jusqu'à présent, en tout cas sur le territoire national, de la panique qui avait envahi la ville de Toulouse entre le premier moment, l'attentat de Montauban, tout d'abord, sur les militaires, ensuite, quelques jours après, l'attentat sur l'école juive, et puis ensuite l'arrestation et la neutralisation du tueur. Ces moments-là ont été particulièrement suscité une panique extrêmement importante dans la ville elle-même. Donc il fallait une parole autorisée qui puisse, si vous voulez, au-delà de cette panique et de cette violence extrême, mettre fin dans l'opinion elle-même à l'inquiétude qui pouvait assaillir les habitants. Parce que cette violence-là est une violence dont nous n'avions pas l'habitude. C'est une violence guerrière, extrémiste, qu'on pourrait effectivement rapprocher d'une violence mimétique. Souvenez-vous les mots à l'époque, tu tues mon frère, je te tue, disait Mera. Et ensuite, on a vu, lors de l'attentat de Charlie Hebdo, ce mot de la vengeance surgir. On a vengé le prophète dans la justification qui était lancée de ce meurtre. Donc nous avions effectivement une irruption d'une vengeance archaïque, pré-étatique, qui défie l'État dans les réponses qu'il peut lui apporter. Et il fallait effectivement qu'une parole, si vous voulez, et c'est là l'importance de la parole du procureur Molins à l'époque, renomme cette imprécation dans le langage du droit, contienne sa contagion
et contiennent aussi la menace possible du chaos. Donc cette réplique de la justice, au fond, cette première réplique de la justice, évite de faire de nous, comme le dit René Girard, les jumeaux de la violence, par un mimétisme qui pourrait effectivement nous rabattre sur cette violence initiale, et faire écart avec cette violence et introduire précisément la généralité du droit, la référence à la loi, au droit, qui permet effectivement de faire tiers afin d'éviter effectivement le mimétisme dans lequel nous pourrions être engagés par ce type de discours. Alors, cette figure-là est incarnée, à mon avis, par le procureur, Molins, qui va intervenir tout à l'heure, et qui a saisi la violence dans sa matérialité, dans l'armement, le mode opératoire, les appartements conspiratifs dont il nous parlait fréquemment, les papiers d'identité, etc. Donc, le héros du djihad était réduit à un criminel, et il était dépouillé de sa sublimation idéologique, et discours de vérité extrêmement salutaire, si vous voulez, à l'ère des fake news, des réseaux sociaux et des théories conspirationnistes. On avait là un discours de vérité qui nous rendait, si vous voulez, de restituer en quelque sorte une forme de sécurité par-delà l'inquiétude. J'ajoute qu'en droit strict, ce discours repose sur un article du Code pénal, le Code de procédure pénale, l'article 11, petit article, qui vise à éviter la propagation et la déformation de l'information. Donc on est vraiment sur l'idée d'une volonté d'un discours judiciaire qui vient désamorcer le risque d'une panique qui pourrait se produire du fait de la violence et des discours sur la violence qui pourraient effectivement se produire. Donc discours de vérité, discours aussi du droit, qui invite les policiers à rester dans le cadre de la légitime défense et de piloter une enquête qui va imposer son rythme, sa forme à la violence qui est présente. Donc vous avez là une première réponse de l'état de droit qui est une réponse précieuse de ce point de vue parce qu'elle ne se situe pas dans le vocabulaire de la guerre. Elle n'accrédite pas la nécessité d'une réponse guerrière alors que nous sommes possiblement aspiré par le cercle dans le cercle de la violence mimétique. On sait que le terrorisme appelle le contre-terrorisme, et donc l'effet de miroir est toujours le piège dans lequel nous pouvons être tombés. Et celui qui a peut-être le mieux pensé ce risque-là, c'est Albert Camus, dans les années 50. Il évoquait les noces sanglantes de la répression et du terrorisme pour la dénoncer. Et plus près de nous, dans les années 80, Charles Pasqua disait « terroriser les terroristes ». On est bien dans le mimétisme dévastateur piège dans lequel nous pouvons tomber. Alors, dans ce contexte-là, le cadrage étant posé, un acteur nouveau intervient, qui fait l'objet de l'entretien avec Robert Badinter, qui est effectivement la figure de la victime, que j'ai appelée effectivement la foule innocente. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui a surgi comme si c'était toujours là, et évident. C'est une lente émergence qui a été possible dans les années 80, parce que jusqu'à présent, les victimes se taisaient, purement et simplement. Elles pansaient leur plaie. Elles restaient passives. Non seulement à cause de cela, mais parce que notre État historiquement, s'est constitué contre les victimes privées, contre les parties privées, en édifiant ce qu'on appelle habituellement le monopole de la violence légitime et donc les risques de violence privée. Donc c'était aussi des raisons structurelles qui expliquaient leur silence dans l'histoire. Mais à partir du moment où elles sont devenues des cibles, à partir du moment où la frontière entre combattants et non-combattants n'est plus perceptible, elles sont devenues, à l'ère du crime global, des victimes civiles de guerre, comme leur statut l'indique clairement. Et elles peuvent se regrouper en association et demander des comptes à l'État. Bref, elles deviennent des figures visibles dans l'espace public, alors que pour le moment, jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc elles doivent elles-mêmes forger, si vous voulez, par des associations, par des structures de ce type, une enveloppe protectrice pour tenir face au choc. Alors un statut protecteur leur a été accordé, mais aussi la médaille dont parle Robert Badinter à l'instant. Et je voudrais y revenir un moment,
parce que cette réserve de Robert Badinter, elle me semble tout à fait significative. Je rappelle que c'est une médaille de reconnaissance accordée aux victimes du terrorisme par François Hollande, dont certaines ont été décernées récemment, et Robert Badinter nous dit comment peut-on honorer le malheur. Et je rapprocherai sa réponse de la position de Simone Veil, qui marquait une nette séparation entre le déporté et le résistant dans sa réflexion, d'autant plus que dans sa propre famille, elle avait connu les deux, les déportés et sa sœur qui était résistante. Elle distinguait bien ces deux figures. L'une est conduite dans les camps de la mort parce que juif, disait-elle, et puis l'autre est un combattant volontaire, torturé, condamné, exécuté. C'est deux figures différentes qu'il ne faut pas mélanger ou honorer de la même manière dans une hiérarchie de l'honneur qui pourrait créer une concurrence des victimes ou une concurrence des mémoires qui pourrait être très, très, très nocive. Donc cette dualité, si vous voulez, des figures de l'après-guerre, qui est chère à Robert Badinter, nous incite effectivement à laisser chacune à leur place et d'éviter d'installer une hiérarchie des honneurs qui pourrait effectivement perturber cette dualité. Alors, ceci étant, comment ces victimes qui ne sont pas des héros de la mémoire nationale peuvent exister dans l'espace public? Et là, c'est très difficile. Parce que, si vous voulez, ne raisonnons pas forcément dans la situation post-attentat que nous connaissons, mais ouvrons le champ de la réflexion à d'autres situations post-attentat ou post-guerre civile ou post-apartheid, par exemple, pour mieux comprendre cet enjeu. Les parcours des victimes ne rencontrent pas forcément la scène judiciaire. Souvenez-vous de la guerre d'Algérie. Il y a eu une amnistie générale après la guerre d'Algérie qui fait qu'effectivement, ce n'a pas été le cas. Souvenez-vous de la guerre d'Espagne. Il y a eu effectivement là aussi une amnistie générale et les procès n'ont pas eu lieu et les victimes sont restées avec leur chagrin et leur souffrance. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans l'histoire où l'oubli et l'amnistie a été imposé aux partis et où effectivement le déni de la réalité, l'oubli ou la raison d'État, tout simplement, a été déterminante. Donc, si vous voulez, les citoyens, et les victimes en l'occurrence, cherchent d'autres modes d'expression pour traduire leur demande ou leur demande de réparation face à l'État. Je rappelle que dans la Grèce ancienne, c'est Nicole Leroux qui le rappelle dans ses travaux, la loi grecque, après les guerres, en particulier qui étaient incessantes, si vous voulez, donnait un temps déterminé pour le deuil. C'était 3 mois. Et les mères qui réclamaient le corps de leur fils pouvaient implorer les pouvoirs publics pour obtenir satisfaction dans ce délai prescrit, manière pour la cité, si vous voulez, de se préserver des excès émotionnels que pouvait entraîner ce type de supplication. Donc c'était un deuil qui pouvait être exprimé, mais dans un délai extrêmement fixe. Et aujourd'hui, vous avez les fameuses mères de la place de Mai, maintenant les grands-mères, qu'on entend en Amérique latine et qu'on entend surtout parce qu'elles sont à la recherche de leur fils disparu et qui tournent en permanence sur cette place. Et pour les dénigrer, on les appelle les folles de la place de Mai, d'une manière extrêmement méprisante. Mais vous avez ce type d'expression collective. Mais j'ai insisté dans ce livre sur l'importance de la littérature. Et quand je regarde effectivement les pays où l'oubli s'est imposé, où l'amnistie s'est imposée, je suis frappé de voir l'émergence dans des récits extrêmement poignants, comment les victimes se constituent partie civile, si je peux me permettre cette expression, dans la littérature elle-même. Vous pouvez lire beaucoup d'ouvrages de ce type, notamment la littérature algérienne qui s'est construite autour de ce silence après la guerre d'indépendance et après la décennie noire des années 90, parce qu'effectivement, là aussi, l'amnistie s'est imposée et l'oubli a très largement régné. Mais ces écrivains porte-parole de leur communauté, d'une certaine manière, ont décidé de créer dans ces récits des hommages, des tombeaux scripturaux en quelque sorte,
où on refuse, au fond, à l'histoire, aux politiques, d'écrire le dernier mot, et ils veulent ajouter, si vous voulez, le chapitre manquant qui permet de réparer l'intelligibilité du monde. Et puis vous avez, quand il est possible, le récit judiciaire, le témoignage en justice. Nous avons beaucoup d'exemples dans l'histoire. Je pense évidemment au comité Vérité et Réconciliation, en Afrique du Sud notamment. Mais nous avons, nous, notre justice pénale qui va être chargée de traiter, de répondre à cette violence. Et là, je ferai des distinctions. Si vous voulez, l'infraction qui est posée par la loi et qui désigne l'atteinte à la loi, il y est répondu par la peine. Le préjudice, on y répond par l'indemnisation. Le traumatisme, on peut y répondre par le soin et par la thérapie. Et vous avez vu que Robert Badinter est très sceptique sur l'illusion thérapeutique de ce procès. Mais il y a autre chose, ce qu'on pourrait appeler la violation, c'est-à-dire l'atteinte la plus profonde à l'être humain. Les juristes parlent de violation des droits de l'homme très, très fréquemment. Frédéric Worms, qui va intervenir cet après-midi, nous incite à penser la violation. Et je trouve que ce terme est très juste, parce que la violation n'est pas la violence. La violation, c'est le sentiment d'une effraction intime que l'on subit et qui existe, mais qui est masquée par l'hypervisibilité de l'attentat et des réponses politiques qui lui sont adressées. Et je crois que le seul moyen de rendre visible ce moment, cette violation, c'est le témoignage. Le témoignage, soit, comme j'évoquais tout à l'heure dans les récits littéraires, soit le témoignage en justice, qui permet effectivement, là, de restituer le dommage dans toute son ampleur. Alors, il faut être réaliste. J'assiste, comme beaucoup ici, à des audiences, et on voit bien que toutes les victimes ne sont pas en mesure de proposer un récit à la juridiction, soit parce qu'on leur dit que c'est inutile, et que le prétoire est d'une vaste comédie, soit parce qu'on peut effectivement voir qu'elle se transforme en accusateur, bis, haine ou ressentiment, soit parce que leur état de stress post-traumatique ne leur permet pas de sortir le récit de leur propre identité au moment où elles parlent, soit parce que des collectifs les en dissuadent. Je pense que ce type de récit est très important, mais c'est une auto-réparation, si vous voulez, de ce point de vue-là. Il ne dit pas ce qui m'est arrivé, il dit ce que je suis devenu depuis l'événement qui s'est produit. Et il exprime en quelque sorte la manière dont je surmonte cet événement, ou ce que cet événement a voulu faire de moi, à travers la résistance que je lui apporte. Et donc réintroduit des capacités narratives inédites. Je suis frappé de voir dans les procès qu'on peut observer aujourd'hui que des récits solides, forts, émanent de musulmans frappés par les attentats, qui restituent effectivement ce qu'est leur islam à eux, et qui le différencie de l'islam des djihadistes. Je pense notamment à la famille Ziaten lors du procès de Mera. Donc ce sont des moments qu'on pourrait appeler de justice restaurative qui surgissent de la scène pénale et qui sont des moments de silence des acteurs habituels de la scène pénale et qui assistent en quelque sorte à cet espace de parole que les juges ouvrent devant eux. Alors, dans cette voie, évidemment, la quête de la vérité est centrale. Elle existe et en donnant la parole aux victimes, la justice opère la restitution à leur profit d'un pouvoir narratif. Et très souvent, on observe une différence entre la trace de la violation subie, qui subsiste, qui est ineffaçable comme une cicatrice, et puis la dette qui, elle, peut être réparée au cours de l'audience par des gestes, par des paroles qui peuvent être perçues comme sincères. Il y en a, y compris dans les procès de terrorisme, ou un simple regard ou des signes d'humanité, ce que Paul Ricoeur appelle l'incognito du pardon. Mais pour que l'œuvre de justice s'inscrive dans la mémoire collective, il faut qu'elle soit visible. Il faut que nous ayons des images. Et c'est toute la question que nous avons posée à Robert Badinter sur l'enregistrement cinématographique de ces procès. Et c'est un moment de surprise pour nous parce que nous avions oublié qu'il est à l'origine d'une loi
la loi du 10 juillet 1985, que je rappelle, qui prévoyait à l'époque l'enregistrement de ces procès, des procès ayant un intérêt pour l'histoire, mais aussi des procès plus ordinaires, comme il a évoqué tout à l'heure. Et c'est important parce que nous avions connu, si vous voulez, dans l'histoire, le procès de Nuremberg, filmé. Nous avons renoué avec cette tradition lors des procès Barbit ou Vieux-Papon, dont on sait l'importance qu'ils ont eue pour la redéfinition dans notre pays du devoir de mémoire. Et si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très grande réticence des acteurs de justice, des magistrats et des avocats à autoriser ce type de film. L'argument qui est souvent donné, c'est une crainte à l'égard de que l'image perturbe la sérénité des débats, qui est souvent avancée. Alors, je pense que c'est une réflexion que nous devons avoir très, très sérieusement, parce que il y a actuellement 4-5 procès qui ont été filmés depuis cette loi, alors qu'elle est beaucoup plus large. Il faut que nous ayons conscience, si vous voulez, que d'une part, le temps de l'événement, de la violence subie, n'est pas achevé tant qu'il n'est pas jugé pour les victimes et pour la société tout entière. Et que l'étape du procès est un moment nécessaire pour engager un travail de mémoire, si vous voulez. Et si ce moment n'est pas visible, n'est pas filmé pour les acteurs présents et pour les générations futures, le rôle de la justice dans ce travail de mémoire disparaîtra purement et simplement, en tout cas s'effacera, et la transmission ne pourra pas fonctionner. Moi, je me souviens en particulier d'une visite que j'avais réalisée dans la maison des enfants d'Isieux, et dans cette maison, c'est une salle de classe essentiellement, le réquisitoire de Pierre Truche était sur un écran et passé en boucle, si vous voulez, dans une salle de classe, et on voyait bien, si vous voulez, dans l'inscription de la justice, dans le travail de transmission et de mémoire qui pouvait être enfin réalisé. Alors donc il faudra que nous y réfléchissions sérieusement à un cahier des charges qui doit nous permettre effectivement de mesurer que ces procès sont entourés d'un très grand dispositif de sécurité, comme vous le savez, où les magistrats sont sous protection policière, et où les policiers ne témoignent à la fois dans leurs écrits anonymement et à l'audience, ils déposent également anonymement, et qui plus est en visioconférence. Donc vous avez un climat qui entoure ces procès qui doit nous conduire à réfléchir à leur diffusion dans des conditions qui satisfassent tous les protagonistes. Et puis je voudrais, pour poursuivre et terminer, évoquer le travail de mémoire, et je vais le faire avec quelques images que je vais passer à l'écran derrière moi. Vous en avez déjà une qui vient de s'afficher. D'abord, il y a la mémoire vive. La mémoire vive, c'est celle-là. C'est-à-dire que c'est une photo que j'ai prise à Nice quelques semaines ou quelques jours après l'attentat au camion sous la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Il faut l'analyser, cette mémoire-là. C'est une mémoire étroitement liée aux rituels de l'adieu qui sont perturbés par l'irruption de la violence. L'idée, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que la société tout entière, qui est brisée par le choc qu'elle subit, doit réinventer, si vous voulez, des gestes par lesquels les vivants se séparent des morts. C'est ce qu'on appelle en général des rites d'oblation, c'est-à-dire des rites d'accompagnement de cette séparation. Les ballons blancs, les bougies, les croix blanches comme celle-là, les lettres, tout cela, effectivement, fait partie de ces petits mémoriaux éphémères déposés sur le sol, qui s'accompagnent parfois d'une liste de noms dans des sites web, dans des journaux, où la vie du disparu est présentée et narrée. C'est une effervescence mémorielle extrêmement éphémère. Ils sont parfois archivés dans les musées ou dans les municipalités, mais qui traduit, si vous voulez, de la part de la communauté, d'accompagner les morts dans leur voyage, de
séparer les morts des vivants et en même temps de les intégrer dans une mémoire. Ce sont des rituels de l'adieu qui ont surgi littéralement après les attentats et qui ont littéralement, après le Bataclan et après Nice et dans d'autres situations, été expriment un sacré, si vous voulez dire les mots tels qu'ils sont, un sacré laïque, immédiat, extrêmement puissant. D'ailleurs, je pense qu'il faut distinguer. La foule est à l'honneur dans ce colloque, et vous avez l'image tout à l'heure de la foule devant la place de la République. Vous avez la foule qui s'exprime dans une cérémonie républicaine, dans une marche républicaine très vaste, qui est officielle, qui est rituelle, qui est honorée par la présence des chefs d'État, etc., qui peut effectivement être un sacré d'ordre, un sacré officiel, mais vous avez derrière cette foule principale les fameuses marches blanches, marches silencieuses, parfois protestataires, parfois purement mémorielles, plus jamais ça, justice pour les victimes, etc., qui traduisent un secret de communion, une communion laïque, qui vient effectivement envahir les rues de la cité. Donc tout ça, c'est cette mémoire vivante qui, en quelque sorte, surgit de cette violence et qui traduit un besoin de communion, de solidarité, à la fois spontané de la part du public et en même temps construit par le discours politique, qui vient s'imposer dans une première réponse. Et puis vous avez, c'est la deuxième mémoire, c'est la mémoire reconstruite par le politique. Et là, c'est une photographie que je propose du musée mémorial du Ground Zero, c'est-à-dire qui se divise en deux parties. Vous avez à l'extérieur un grand mur avec des cascades où les noms des victimes identifiées sont gravés dans le marbre. Et puis ensuite, vous plongez dans les fondations des deux tours jumelles, et dans ce sous-sol, dans cette crypte immense, si vous voulez, vous avez ce qu'on voit là, c'est-à-dire un musée mémorial avec en figure principale ce que vous voyez au premier plan, c'est-à-dire la last column, la dernière colonne qui a été sauvée des tours jumelles, qui a été extraite des décombres, qui a été en quelque sorte enveloppée dans le drapeau américain, qui a été en quelque sorte l'emblème de l'offense faite à la nation et en même temps l'emblème de sa résilience à travers cette colonne ultime, et qui a été plantée littéralement en plein milieu du musée pour qu'on puisse la voir quand on débouche d'un grand couloir en surplomb. C'est un totem de la mémoire, on peut le dire comme cela, totem extrêmement construit autour du patriotisme américain, et toutes les figures mémorielles, les figures victimaires sont les unes et les autres nimbées par cette vision glorieuse de la guerre menée par les États-Unis contre le terrorisme et en même temps par les symboles qui l'accompagnent. Et puis vous avez une dernière image, c'est dans un style tout à fait différent. C'est une photographie que j'ai faite à Madrid, dans la crypte, on peut appeler une crypte, de la gare d'Atocha. Vous savez, la gare d'Atocha, en 2004, il y a eu plusieurs explosions dans la gare simultanées, et puis 191 victimes ont été dénombrées. Et les Espagnols ont choisi une toute autre optique que les Américains. C'est-à-dire c'est un mur des noms qu'on ne voit pas là à l'écran, mais simplement une poche de lumière qui tombe du ciel dans un espace complètement vide, et qui traduit un message très, très fort, puisque dans cette toute poche de lumière ne sont pas mentionnés les noms des victimes, mais les messages dans toutes les langues qui ont été inscrites à l'occasion de cette réaction à l'attentat. Il y a une dimension non pas patriotique, comme les Américains l'ont fait, mais universelle. L'ensemble de l'humanité est présente dans toutes ces langues, est présente dans ce musée que je trouve tout à fait intéressant à travers la solidarité
et la pluralité des discours. La dimension de la crypte est très intéressante parce qu'on passe du profane à la surface au sacré, et il y a un passage initiatique entre les deux qui distingue bien les deux plans. Et puis, notre musée à nous, que va-t-il être? C'est ce point que je vais conclure. Vous avez vu que Robert Badinter nous incite à réfléchir avec une piété attentive, a-t-il dit tout à l'heure. Et je crois qu'effectivement, ça doit être le cas. Mais je pense qu'il faut que nous raisonnions à partir des précédents. Et dans une discussion que nous avons eue avant avec lui, il a évoqué le Mont Valérien et la manière dont il a abordé ce site qui, comme vous le savez, est le haut lieu de la mémoire de la Résistance en France, qui est situé à Suresnes, sur une forteresse du XIXe siècle, où se trouvait le lieu principal d'exécution des otages et des condamnés à mort. Distinguons bien les deux là encore, et qu'on appelle depuis le général de Gaulle le mémorial de la France combattante. Et Robert Badinter, à l'époque, était non pas garde des Sceaux, mais sénateur des Hauts-de-Seine. Il est resté longtemps sénateur des Hauts-de-Seine, et il rend visite à une visite protocolaire dans ce site, dans ce mémorial, et il découvre qu'il n'y a aucune liste de noms. Aucune liste de noms, et qu'on ne savait pas qui avait été exécuté dans ce lieu. Et que personne ne s'en était inquiété préalablement. Alors, surprise, et il découvre, creusant la question, que les mémoires, on retrouve la question de la mémoire, les mémoires diverses qui s'affrontaient à l'époque, mémoire communiste, mémoire gaulliste, avaient elles-mêmes très largement construit leur légende. Le Parti communiste à l'époque, c'était le Parti communiste des 75 000 fusillés. Hein, cette mémoire était très puissante, mais un chiffre tout à fait construit par le discours. Et puis, vous avez actuellement encore une stèle mémorielle dans la clairière des fusillés qui présente le chiffre de 4500 fusillés, qui est un chiffre qui n'a jamais été identifié, vérifié, ni précisé. Donc ces mémoires sacralisées, si vous voulez, ont tourné le dos à la vérité historique et en même temps à la dette de vérité à l'égard des proches des victimes, mais que nul auparavant n'avait songé à poser la question. Il a fallu qu'à son initiative, un comité d'historiens, avec notamment la présence de Serge Klarsfeld, identifie dans les archives allemandes et françaises le chiffre de 1008 personnes qui ont été nommées et qui ont été et qui figurent dans le mémorial actuel. Là, vous avez je photographie une stèle qui relate ce que je viens de vous dire à l'instant, la découverte des 1000 réelles personnes qui ont été fusillées. Et à la suite de cette action, un mémorial, un mur, une cloche des noms a été créé. Et sur ce monument des fusillés, comme on l'appelle maintenant, une cloche de bronze qui est devant la chapelle, les noms des personnes fusillées, je pense notamment au groupe Manoukian, qui était largement présent dans ce type d'action et de résistance, et qui ont été fusillés ici, dans ce lieu, et parmi beaucoup d'autres, Estienne d'Orve et Gabriel Péry et beaucoup d'autres. Si vous voulez, ces noms, enfin, sont mentionnés sur cette cloche, classée par date d'exécution et par ordre alphabétique, monument qui date de 2003. Donc c'est extrêmement donc, récent. C'est ainsi, si vous voulez, que la vérité finit par s'imposer, en l'occurrence, face à la captation de la parole muette des victimes par des stratégies mémorielles. C'est dire, et je terminerai par là, si le chemin d'une juste mémoire, comme nous incite à le penser Paul Ricoeur, entre le travail historique, la vérité due aux victimes et la pluralité des porteurs de mémoire, si ce chemin peut être long. Merci de votre attention. Merci Denis. Merci Denis pour ce très bel exercice d'anthropologie du droit. Tu éclaires bien sur les différentes réponses démocratiques qu'il faut apporter d'un côté à l'injustice que constitue l'oubli des victimes,
de l'autre au désir affolé de justice qui est celui de notre époque, alors par des procédures judiciaires adéquates, écoute attentive des victimes, indemnisation, mais aussi par des procédés autres que strictement judiciaires. Et c'est le grand intérêt de ta réflexion que de recourir aussi à la littérature et d'analyser précisément ces rituels qui s'inventent d'eux-mêmes, mais qu'il faut encadrer pour avoir de cette situation une vision non sacralisée.